Salut à tous et à toutes. J'ai eu l'honneur de recevoir Julie Marie, Miss Cagole 2024 pour cet épisode. On a commencé à parler sur la route, j'espère que le son va pas vous rendre fada au début, mais ne vous inquiétez pas, après ça se calme. On a pu parler du concours, de ses origines philippines, de son rapport à la mort et à la positive attitude. C'était une discussion inspirante, et j'ai pu avoir des conseils pour ne pas avoir envie de me jeter au goutte cet été. Je vous souhaite une très bonne écoute. Allô ? Oui, salut. Salut, t'es arrivé ? Je suis au rond-point, David. Ok, alors moi du coup j'ai dû reposer mon vélo et en fait je dois attendre 25 minutes avant de reprendre un vélo. Mais du coup on peut marcher, si tu veux on peut se retrouver devant la plage et marcher jusqu'à la prochaine station le temps que voilà. D'accord. Vas-y, T'habilles comment? en short et j'aurai un micro à la main. Ok. À toutes. Oh, va te jeter au bout là. Épisode 3, se moquer de sa ouin intérieure. Salut, ça va? On se reconnaît bien avec le micro. Ouais là, je peux pas me manquer. Bon, j'ai fait la fête hier Okay. et du coup j'ai dû quand même me lever ce matin pour faire plein de trucs perso et organisationnels et tout ça. Ouais. Et du coup j'étais en mode non, j'ai pas la force d'aller au sport. Je fais du sport vraiment à côté depuis toujours, de renfo, le fameux body attack où tu cries sur de la techno en sautant, en faisant des pompes, des burpees, des machins et tout. Oh my god. Ouais. C'est où ça? Ça c'est la salle de wellness et elle est trop bien cette salle. J'adore les salles à Marseille parce que t'as genre la moitié c'est des mamies et des papis. Elles portent des poids plus lourds que toi et tout le monde est là. Bonjour, ça va? Oui, ça va. En fait, je me rends compte que les gens ici ils sont sportifs jusqu'à tard quoi. Les vieux du sud qui doivent nager depuis toujours et qui gardent la forme. Ouais, qui se lèvent à 6h du mat, qui font voilà, leur tu vois. truc, machin. Des vieux près de la nature on va dire. Quand j'allais à la salle à Paris, c'était pas ça. C'était pas le même délire. Ouais. C'est pas le même délire. Là, c'est hyper convivial et tout. Moi, j'adore. Moi, je viens de banlieue parisienne. Ok, ouais, moi aussi. De quelle 7-7. 7-7. 7-7 mitraillette. Et là, et à Marseille, t'as atterri comment ici? Moi, j'ai atterri il y a 5 ans ici. C'est une ville qui me faisait déjà de l'œil. Et c'est juste à 30 ans, je me suis dit, j'ai envie de me rapprocher de l'eau pour de vrai. Sachant que ça a toujours été un idéal. D'ailleurs, je sais pas comment j'ai fait pour faire autant d'années loin de la nature. Ouais, mais tu sais, voilà quoi, tu bosses, en fait t'attends que le voyage et les vacances. Ça. Ok, je dois encore attendre 5 minutes en fait pour reprendre un vélo, donc on va continuer à marcher. Donc tu me disais ta reconversion dans le social. Ouais, ça fait déjà plusieurs années que je réfléchissais à faire un autre métier. Enfin, en fait, je crois que depuis toujours, parce que j'étais dans le commerce, moi, j'ai juste copié les gens à l'époque. C'était la mode. Des potes, des gens de ta famille? Tous mes potes d'enfance. Ah, wow. On fait beaucoup on fait des écoles de commerce. Okay. Comme moi, mon père, il était ouvrier, il a arrêté l'école à 15 ans. Ma mère, c'est une immigrée philippine qui a encore du mal à parler français. Non, ça, si je lui dis ça, elle va pas être contente. Moi, juste à l'époque, j'ai fait « Ok, qu'est-ce que vous faites? Vous cochez quoi? Ah oui, école de commerce. En quoi? En alternance, parce que j'ai pas d'argent pour payer. D'accord. Et après, en fait, le premier jour où j'ai mis le pied dans une école de commerce, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous ici? Il faut un peu de confiance en soi pour changer de voie, un peu de bagage, des voyages, des rencontres, etc. Et après, j'ai fait un peu d'argent de côté aussi, éventuellement. Ouais, j'avais pas d'argent de côté. Bon. Et du coup, là, dans le social, tu t'y plais bien? C'est le jour où je me suis levée pour aller au travail. Qui avait du sens pour moi, c'est comme si c'était pas un travail. Je me disais tiens, je suis payée pour faire ce que je faisais en bénévolat. Et du coup pour me rattraper, je faisais du bénévolat à côté. L'estime de soi, je pense qu'elle passe par le fait d'aligner ses actions à ses convictions. Et du coup, si tu veux être en crise toute ta life, il n'y a rien de mieux que de faire un truc qui est qui est contre tes convictions. Donc travailler chez ventreprivé.com comme moi. Alors que j'aime pas les marques, être responsable d'une vitrine pour qu'elle fasse plus de chiffre d'affaires. Yes. Du coup, il fallait que je fasse des choses à côté, plus engagée. Et du coup, là, tu travailles où? Là, j'ai arrêté mon métier parce que en fait, j'étais révélatrice de talent. Ça, c'est petit nom paillettes dans l'insertion professionnelle. Du coup, quand je suis arrivée à Marseille, je me suis lancée là-dedans. J'ai monté un programme de 6 mois, de la remise en confiance, savoir-être, projet professionnel, pour les accompagner à l'emploi durable, tu vois.
mais très très centré sur l'humain. Du coup, je les accompagnais vraiment toutes les semaines, j'allais sur leur lieu de travail. Et j'ai tout mis en place, c'était la folie. C'est une aventure incroyable. Ouais, tu m'étonnes. Des gens à qui on a dit que toute leur vie c'était des merdes parce que soit ils n'avaient pas le bac, soit parce que voilà, c'est des gens de quartier, ou parce que tu as une maman qui toute sa vie a été soumise à rester à la maison, et puis un jour s'est fait frapper et vient te voir en disant j'ai jamais travaillé de ma vie, comment je fais? J'ai arrêté pour me consacrer à mes projets artistiques. Ouais. Et la danse, les ateliers, l'expression de soi par l'art, le théâtre. J'étais en binôme aussi avec une amie pour réveiller la cagole qui est en toi. Yes. Donc, le non conventionnel et l'exprimer à travers l'art, trouver son individualité, sa singularité. Après, moi j'ai monté mes ateliers, mes cours pour vraiment réapprivoiser son corps, se détacher du regard de l'autre, s'appuyer sur la force du collectif, la sororité, se challenger, faire des clips, monter sur scène. Bah ouais, trop bien. Du coup, on a fait ça la semaine dernière, on est monté sur scène devant plus de 1000 personnes. Les filles, elles n'avaient jamais aligné un pas de leur vie chorégraphique. Et après un travail de plusieurs mois sur comment incarner la fierté, comment être ok aussi avec ses complexes, ses faiblesses et tout, comment à côté tu arrives à explorer un peu ta lumière et pas trop avoir peur de le faire. Ok, j'ai chopé un vélo, enfin. Il marche pas super, mais ça va le faire. On est parti pour les goods. Non, t'es casse pas la gueule. Allez, à tout de suite. Ça a été le trajet jusqu'au good? Moi j'ai trop kiffé. T'étais déjà venue? Bien sûr, ça dépend si je suis pas venue au good, faut que je parte. Alors moi mon spot, ça paraît un peu casse-gueule comme ça. J'espère que ça va aller. Là il y a un petit... Ah, il y a des gens. Il y a des gens... Bon on va descendre et voir. Et on est parti. Rebonjour tout le monde. T'es bien installé là sur les rochers, un peu à l'arrache? Oui, j'ai juste oublié mes méduses, du coup j'ai très mal aux pieds, mais ça va aller. Ah ouais, tu m'étonnes. On va aller se baigner. On commence par une petite baignade? Ouais. Allez, on va tester ça. On va tester l'eau. Là, on fait juste un plongeon, c'est ça? Ouais, on peut nager un peu. Et... Ok. Oups là, je te tombe. En plus, je te prends toute la place. Ok, on est de retour. Comment ça va? Ouais, beaucoup mieux après cette baignade rafraîchissante. Pareil. Il y avait un mec chelou qui... Tu l'as vu? Là-haut là? Qui ziotait un peu, je sais Ouais. pas. Il était chelou. Chiant parce que il a vu des seins pour la première fois de sa vie. Il a vu. Ça en est parmi. Tu viens souvent ici? Au good, oui. C'est les dimanches au good, quoi, comme la chanson de Massalia. C'est un dimanche au good. On les a vus en concert il n'y a pas longtemps sur le Vieux-Port, car on a droit à des concerts gratuits depuis que la gauche est passée. Ça, c'est chouette. C'est depuis Payan, ça? Ouais. Ok, bon, au moins il a fait quelque chose. Il y a beaucoup de trucs gratuits pour la ville. Oui, l'été pour marseillais. Le grand public, inclusif et tout. C'était incroyable parce que c'est un groupe, un très vieux groupe de musique qui rassemble vraiment toutes les générations et qui vient de Marseille et qui parle de manière poétique à leur façon de Marseille. J'adore. Toi, du coup, tout à l'heure, alors j'espère qu'on va bien entendre l'enregistrement de tout à l'heure parce qu'on était sur la route. Tu me disais que tu viens de région parisienne, tu t'es installée ici il y a 5 ans, avant le Coco. Ouais. Je sais pas par où commencer. Comment on en vient à devenir Miss Cagole 2024? Ah oui, donc tu sais pas par où commencer. Alors toi t'arrives de Paris, mais attends, mais du coup, Miss Cagole 2024, comment on devient de banlieusarde née à Perpignan, fille de Normands et de Philippines, comment on devient Miss Cagole du Sud? Non, mais comment on en vient à avoir l'idée de participer au concours et tout ça? L'idée, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est une de mes meilleures potes qui s'appelle Flo, que j'ai rencontrée il y a 5 ans ici. Un peu la même envie que moi de trouver du sens, de faire des choses pour les autres, de s'engager associativement, d'explorer Marseille à fond.
Et forcément, elle m'a obligée à m'inscrire à ce concours. Ouais. Et il y a quelques années, c'était un petit concours au Makeda. C'était un peu fait de manière autodérisoire et petit, quoi. Et en fait, ça a pris de l'ampleur à fond. Et maintenant, les concours se passent à l'Espace Julien, où il y a toute l'année aussi des cagoles nomades parties dans plein de lieux différents. La semaine dernière, on a fait au Théâtre Sylvain. Il y avait des superbes artistes comme Frida qui sont venus, Gabriel Giraud qui a présenté en MC. Ouais. Qui a fait des blagues pendant 4 heures, c'était incroyable. Ah, trop bien. Et voilà, et c'est Lisa en fait qui a repris le concept de l'élection, anti-dictat de la beauté, pour toutes les formes et tous les genres, vraiment pour contrer ce truc, cette injonction à être belle et beau, et à être dans les normes. Et comment moi j'en suis venue là, ma pote qui m'a obligée. Ouais. j'ai fait un coming back en 2024. En mode, ok, là, je me prépare, je le fais pas à l'arrache. Et moi, je monte sur scène, en fait, depuis jeune, parce que j'étais danseuse à l'époque, de mes 15 ans à mes 25 ans, avec un crew qui s'appelait les Rêves, Manamé, qui était ma première prof de dancehall. Et moi, je suis une amoureuse de la scène. J'aime bien mettre en lumière des messages sur ce lieu, quoi, où tu partages avec un public et avec les gens avec qui tu danses. C'est très euphorisant pour moi. Et du coup, pourquoi pas faire ce concours où je voulais raconter un truc de mon histoire à travers la danse, avec les petites questions drôles sur ta connaissance sur Marseille ou sur le plaisir féminin. Et à la fin, les 3 finalistes, ils devaient déclamer un discours. Et moi, j'ai slamé. Ces derniers mois, c'était l'idylle. Mais la vie me rappelle toujours que c'est pas un long fleuve tranquille. Même quand t'as dompté tes dragons et que c'était long, ils se mettent toujours à faire les cons. Tu te souviens ? Je suis pas que la petite fille gentille, je pars aussi souvent en vrille. Ça a fait pleurer les gens, je crois. Ah ouais. Ouais, les publics de Kegel Nomade, de toute façon, te font des cœurs et pleurent facilement pour toi. Parce que c'est tellement féerique que tu te retrouves dans un espace où vraiment tu prônes l'amour, la tolérance. On est dans les paillettes. On est un peu dans une bulle pour se dire qu'il y a encore de l'espoir. Et vraiment, tous les regards que tu croises, c'est que de la bienveillance, de l'amour, que des gens qui vont te faire des compliments. Et ouais, je pense que ça a plu là ce que j'ai fait sur scène, parce que moi, voilà, j'ai un passé où j'ai vu pas mal de choses qu'une enfant ne doit pas voir, genre de la violence. Et du coup, je le raconte souvent à travers une musique très contemporaine, très écorchée au début, un peu enfermée. Et après, il y a l'éclosion avec une musique beaucoup plus rythmée, style dancehall, où tu te reveals, t'enlèves tes vêtements. Okay. Et tu fais de la grosse dancehall, du gros hip-hop qui vient tout déchirer, quoi. Pour, un peu symboliquement, comme la vie qu'on veut tous mener, je pense. Est-ce que tu voudras nous slammer un truc ou c'est gênant ? J'ai slamé là. Attends, est-ce que j'ai envie là ? À un moment, spontanément. Ouais, faudrait que je me le refasse vite fait. Faudrait que je me le repasse. Ouais. Ok, vas-y. Alors déjà, il y a deux. J'ai l'impression qu'il y a. Enfin, j'ai pas très bien compris. Il y a 2 concours de Miss Cagole. Ouais, il y a la Miss Cagole des années 80 avec Cécile Robert qui a été élue à cette époque et qui a gagné un pot de moutarde. Et en fait, c'était surtout ces femmes-là au milieu de la masculinité du Sud qui avaient besoin, qui ont dû prendre leur place et démontrer que les femmes aussi pouvaient parler fort, pouvaient aussi, d'une certaine manière, être... avoir la posture qu'elles voulaient avoir, que ce soit vulgaire, dire des gros mots ou pas. Et parler plus fort, tu vois. Et Cécile Robert, elle était dans les tribus emmenée par son père très jeune au virage nord de l'OM, tu vois. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'elle s'est fait, de ce que j'ai pu lire d'elle. C'est comme ça qu'elle s'est fait un peu sa place. Et avec ses amis, elle s'était engagée pour que la femme puisse être libérée
t'es trop, tu parles trop fort, tu dois pas mettre de décolleté, c'est quoi cette jupe, etc., etc. Donc elles ont partagé un message vraiment encore plus fort à cette époque. Et on essaie de reprendre le flambeau comme ça, quoi. Ouais. Et l'autre, c'est le non officiel. Parce qu'en fait, moi, j'ai participé à un concours Miss Cagole, mais je crois qu'on gagnait un pot de moutarde. Ouais. Alors c'est celui-là. Celui-là, c'est celui de la plaine qui a toujours, qui a été repris aussi il y a que quelques années. Ouais. Et après, c'est deux choses différentes. T'as celui qui est repris par Cagole Nomade, qui est une marque, qui à la base était une marque écoféministe responsable, et qui tout d'un coup a décidé de faire des scènes, des soirées avec des performances libres où les gens, n'importe quelle personne pouvait monter sur scène, prendre la lumière et ne pas hésiter à se montrer telle qu'elle est. C'est un truc plus organisé, qui a un concept pas que d'élection, mais qui est de tous les 2 mois, tu as une soirée safe avec un mur du consentement où tout le monde doit signer avant de rentrer dans la soirée. Tu as des brigades safe. Et puis le concept avec des performances libres où n'importe quelle personne peut monter, quoi. Et comment ça s'est passé en 2024 quand tu as gagné le titre? Comment tu t'es sentie déjà pendant la soirée? Pardon, j'ai des grandes dents. Comment je me suis sentie? Attends, faut que je me remette dedans parce qu'il s'est passé 1000 vies entre temps. En fait, jusqu'à une semaine avant que je monte sur scène, moi je croyais pas trop d'aller en finale, etc. Moi j'ai vraiment l'amour de la scène et de danser, quoi. Donc je faisais ça pour ça. Et aussi j'avais tous mes potes rassemblés avec des énormes pancartes qu'ils avaient fabriquées. Et du coup j'étais vraiment genre en mode c'est l'amour, c'est incroyable, tout le monde est là, ça va être génial. Je veux juste mettre le feu sur la scène et connecter avec le public. Ouais. Mais vraiment, vraiment pas du tout ce truc de je veux gagner ou quoi. Bon, après, tu as quand même une liste d'à peu près 20 cadeaux de partenaires. Cadeaux tatouages, cadeaux vêtements upcycling, les ongles, les machins, enfin plein de trucs très chouettes. Ouais. Et bon, juste pour ça, je me disais, bon, en vrai, ce serait bien que je gagne, avoir plein de cadeaux comme ça. Et la prochaine Miss Cagole Nomade 2024 Et en fait, c'est vraiment genre quelques jours, je dis une semaine, mais quelques jours seulement avant, où j'ai une pote qui fait plein d'accessoires et de casquettes, de vêtements, avec plein de paillettes de strass incroyables. Et en fait, elle m'a customisé. Et 2 jours avant, je me suis dit, ah ouais, là, ok, là, je peux peut-être gagner. Ah ouais. Là, c'est la première fois que je me suis dit, ok, là, dans cette tenue, je peux faire... Donc comme quoi, tu vois, comment t'es habillée, ça change, je trouve. Oui. C'était quoi la tenue? C'est un peu difficile. Enfin, c'est des franges, des paillettes, du rose. C'est indescriptible, il faut le voir. Qu'est-ce que ça te procure la danse comme sensation? Pourquoi t'aimes? J'ai l'impression vraiment de me connecter à moi. Et d'exprimer tout ce que j'ai besoin d'exprimer à travers le mouvement, à travers ce qui se passe de mon cœur jusqu'au bout de mes doigts et de mes pieds. Et aussi, je suis vraiment passionnée par la musique et du coup, la musique me transcende. Moi, la musique, je peux pas vivre sans musique et du coup, danser sur de la musique, c'est fabuleux, c'est transcendant. Et en plus, il y a un côté, quand on danse, j'ai l'impression qu'il y a un truc de lâcher complètement son cerveau, de partir dans un autre langage et de pas avoir à se justifier sur ce qui vient, ce qui sort et tout. Et il n'y a pas à expliquer les trucs et j'aime bien ça, quoi. C'est assez universel, quoi. Enfin, on danse depuis la nuit des temps. C'est pas nous qui avons inventé la danse, hein. Déjà dans les grottes, ils dansaient peut-être. C'était vraiment un sentiment d'appartenance aussi. Et puis, par la danse, il y a tellement eu de révolution sociale, de combat. C'est aussi un langage militant quand on veut faire passer des messages pour lutter contre des choses. Et voilà, et moi j'ai pas vécu tout ça, mais tu vois, d'où est né le crump, d'où est né le voguing, c'est toujours des luttes. J'aime bien la Stécis aussi, on en parle moins maintenant. C'est des militantes argentines ou chiliennes qui manifestaient contre les violences sexistes et sexuelles. Elles faisaient des performances. D'un coup, elles se mettaient toutes à danser, à faire une choré et tout ça. Et c'est incroyable. Et tu disais aussi tout à l'heure que tu avais besoin d'être vraiment positive
Alors déjà, tu me disais aussi que tu étais passée par des crises existentielles. Comment tu as géré ça? Comment tu l'as vécu? Comment tu as réussi à passer outre? En fait, des crises existentielles, c'est plutôt tout au long de ma vie que je me suis posé des questions et il y a eu des grands bonds. Et je pense que c'est déjà pas mal inspiré de mon père qui avait du mal à se positionner dans la société et qui, très sensible, se posait des questions un peu classiques de pourquoi y a-t-il des enfants qui meurent de faim dans le monde. Et en fait, je pense que c'est des questions dont j'ai hérité. Et aussi par rapport à ma famille philippine qui vient d'un pays du tiers-monde, où j'ai vu des enfants crever la dalle. J'avais 8 ans la première fois. Je pense que ça m'a bien soignée de tous les moments pessimistes que j'aurais pu avoir, comme n'importe quel être humain. Du coup, il y a un truc où j'ai des questions existentielles, mais c'est toujours une bonne manière de se rapprocher de ce qui est le plus important, c'est-à-dire être plutôt que de faire. Pas être que dans une société matérialiste, mais se raccrocher à des choses plus grandes comme la contemplation, enfin la nature et ce qui nous relie les humains entre les uns et les autres. C'est un peu un discours idéaliste, mais moi ça m'a beaucoup aidé à toujours voir le bon côté des choses et à croire en l'humain et voilà, et à me rapprocher de ce que je voulais pour moi dans la vie, pour surtout pas avoir de regrets sur mon lit de mort quand ça sera la fin. Parce que moi j'ai vu mon père mourir en 6 mois dans un hôpital avec un cancer des poumons, où moi je dormais tous les jours à l'hôpital avec lui. Et en fait, j'ai vu ce que c'était que les 6 derniers mois d'une vie. Et à quel point, t'as pas le temps à perdre pour pas faire ce que tu veux faire, pour pas réaliser, ou en tout cas tenter de réaliser tes rêves. Et du coup, c'est vraiment ma philosophie de vie, c'est de profiter de chaque instant comme si demain c'était la fin, quoi. J'ai aussi perdu un ami à 21 ans, donc ça aussi, ça remet les idées en place. Du coup, il y a vraiment un truc chez moi d'essayer de toujours voir le bon côté des choses, malgré les phases down, comme tout le monde, ou les périodes difficiles, justement, pourquoi on vit dans ce monde, pourquoi il y a tant de violence, pourquoi il y a la guerre, pourquoi je me suis fait larguer, pourquoi j'ai largué, pourquoi ça va pas avec ma copine. Enfin, du coup, là, je redescends en question dans l'échelle. Mais tout ça, moi, je trouve que ça m'aide à vivre ma vie pleinement, quoi. J'ai un peu ce truc, cette dissonance à l'intérieur de moi de je suis une écorchée, j'ai vu la violence, j'ai vécu des choses pas très très chouettes familialement et d'un autre côté la vie est hyper précieuse, elle est trop belle, je veux la croquer à pleines dents et l'amour est plus fort que tout, quoi, tu vois. J'ai un père qui était ouvrier, une famille ouvrière normande, et ma mère elle est immigrée des Philippines. Et en fait, quand tu vois la vraie misère, quand tu vois ce que c'est que vraiment... je sais pas avoir tes enfants pendant 18 ans parce que tu as dû immigrer dans un pays, vu que tu n'as pas de travail là où tu es, dans un pays du tiers-monde, que tu vois ta sœur pleurer tous les jours, tu sais, ta demi-sœur qui débarque en France, que tu as vu 2 fois dans ta vie. Et vraiment, moi, il y a des moments où, quand je vais mal, je me dis, mais je m'autorise pas trop à me plaindre de ma vie, quoi, tu vois. Pourtant, je perds du temps pour les broutilles aussi, hein. C'est-à-dire que, encore une fois, je suis pas... je me veux philosophe. Philosophie, c'est vraiment l'amour de la sagesse. Donc c'est tendre vers la sagesse, mais ça veut pas dire que t'es une sage. Enfin, je raconte souvent cette anecdote de j'ai voulu me faire un éléphant à l'époque où je me posais toutes ces questions là, en revenant de mon voyage en Australie, où je disais c'est quoi ce monde, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, et je voulais me tatouer un gros éléphant sur l'épaule. Et après je me suis dit voilà, Julie, calme-toi, et du coup j'ai fait un mini petit éléphant tout drôle et qui est un peu rigolo. Je suis passée de la grosse pièce à ça. Justement pour aussi me rappeler que quand on philosophe et quand on se pose ces questions, il faut aussi avoir de l'autodérision et se calmer sur ce qu'on se pense être ou le genre qu'on peut se donner, quoi, avec toutes ces questions-là. Est-ce que tu as quand même, quand tu as des petits moments de down, est-ce que tu as quand même une procédure pour aller mieux? Est-ce que tu fais des choses en particulier où tu n'as pas besoin et naturellement ça va? Je me rapproche de plus en plus de ce qui me fait du bien. Donc j'ai quand même mon top list. Donc voir mes amis qui me font du bien, sortir, écouter de la musique,
Faire la fête, quoi. Ça, c'est mon truc, quand même. Aller danser. Où ça? Partout. Toutes les soirées qui rassemblent des gens que j'aime bien et la musique que j'aime bien. Moi, je suis très musique expérimentale, house, micro house, minimal, électro, avec plein de petites mélodies qui te font voler, qui sont planantes. J'adore la drum and bass, très défoulante. Ouais, du coup, en fait, les gens ils pourraient croire que je vais sur des grosses soirées chata, dancehall et hip-hop. J'adore, j'ai fait ça. Je pense que j'ai sorti dans des bars comme ça et des boîtes de nuit de mes 15 ans. Enfin, à 15 ans, j'étais déjà en boîte de nuit pour faire ce genre de soirée. Et en fait, là, je me raccroche plus à ce genre de musique qui me font plus planer. Non, mais par exemple, tu vois, hier, je suis allée aux Sablines, on avait les pieds dans le sable, on a vu le coucher de soleil. Et il y avait les collectifs de house, micro house que j'adorais. Ça peut paraître un peu commercial, mais au contraire, je trouve qu'il faut aussi pas oublier qu'on est à Marseille et que c'est aussi très chouette d'aller profiter de ces endroits-là qui sont pas faits que pour les touristes. À fond. Voilà. Bon, ça revient un peu au sujet précédent, mais est-ce que tu penses souvent à la mort? Et c'est quelque chose que tu as souvent en tête, qui te fait peur ou Tous les jours. Tous les jours. Bah, quand tu l'as vu, la mort, tu y penses tous les jours. Hein. Enfin, sinon, t'as pas vraiment appris de ta vie. Enfin, moi, je suis plutôt partisane de toujours retirer des leçons de ce que je vis. Donc, si j'ai vu la mort 2 fois et que derrière, je me pose pas de questions sur la vie, ce serait vraiment très dommage pour moi. Le dernier bouquin que j'ai lu, c'est les 5 méditations sur la mort, entre parenthèses, autrement dit sur la vie. Et il est incroyable. Et justement, j'essaie d'avoir un autre regard sur la mort, sur les énergies et en quoi s'il n'y avait pas de mort, la vie n'existerait pas. Et là, moi, la mort, tu vois, c'est 2 épreuves difficiles, mais qui m'ont beaucoup servi pour profiter un max de ma vie et de mes proches aussi. C'est-à-dire que moi, alors, tu vois, il y a eu un côté névrosé à un moment donné de ma vie où j'avais du mal à la séparation, j'avais du mal à dire non, j'avais du mal à rester chez moi. Tu vois, j'étais souvent en FOMO, en Fear of Missing Out. Donc c'est un truc à la mode, mais moi, je l'ai depuis mes 21 ans, je pense. Le fait de rater quelque chose, d'avoir peur de rater des émotions à vivre avec des potes qui partent en week-end sans que toi tu sois là, de rater quelque chose, de peut-être de à tout moment perdre quelqu'un, de se dire qu'il faut profiter à fond de la personne. Et même ma mère, par exemple, j'étais pas hyper proche d'elle. Au contraire, elle n'a pas eu une vie facile et du coup, on a eu un peu des vies séparées. Et le jour où j'ai perdu mon père, je me suis rappelé qu'il me restait qu'une mère, quoi. Enfin, qu'on en avait qu'une. Et là, j'ai vraiment tout mis en œuvre pour me rapprocher de ma mère, alors que vraiment, vraiment, on n'avait pas de lien. Et ça, c'est le genre de trucs hyper positifs qui me sont arrivés dans ma vie. D'avoir la valeur de la vie, quoi, tout simplement. Ah, les vagues nous attaquent. mes chaussures. Surtout mes affaires. Ouais, tu veux aller les... Attends. Vas-y. En tout cas, on arrive à la fin. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Donc, c'est l'été. Je suis quelqu'un qui me prend beaucoup la tête. Je pars en tunnel toutes les 5 minutes. Et j'ai fait ce podcast pour me détendre un petit peu. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour concrètement une activité, un truc pour combattre l'anxiété? Ouais, pour me détendre. Pour toi? Ouais. Putain, là, du coup, ça fait bizarre parce que moi, mon métier, c'est coach de vie. Ah oui, bah oui. Ah oui, parce que je me suis lancée dans le... Ouais, j'ai eu ma certification pour être coach de vie. Donc là, je me lance pour faire ce que je fais dans la vie un peu naturellement. Ça fait vraiment, je me la pète quand je dis ça. Mais genre là, je sens que pareil, je suis légitime pour coacher parce que j'ai vécu tellement de trucs dans ma vie et toujours à essayer d'aller chercher les ressources. En fait, moi, je parle souvent de ressources intérieures. Y trouver la motivation d'aller mobiliser ses ressources, c'est pour moi, ça passe par le fait de penser à quelque chose qui est plus grand que toi, tu vois. Je trouve que aller penser des choses plus grandes que moi dans mon existence, c'est-à-dire par quoi mon bonheur il passe, ça va me motiver à sortir de mes carcans négatifs ou l'immobilisme ou la flemmardise, tu vois. Et pour moi, il y a d'abord un travail de recherche de valeur et de conviction. Enfin, qu'est-ce qui te transcende dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire
qu'est-ce qui te rend vraiment heureux, et après trouver toutes ces petites actions, ces petites activités autour de ces valeurs-là. Est-ce que ça va être la famille? Est-ce que ça va être passer du temps avec les gens? Est-ce que c'est de passer des messages par ton podcast et faire toutes les activités autour qui sont liées à ces valeurs-là. Et après, tu as plus ce qui est objectif, quel projet tu as envie de mettre en place. Enfin, je trouve que ça fait toujours avancer d'avoir des projets. Si moi, je trouve pas, quand je suis en panne de projet, moi, je dis souvent de faire un truc nouveau. Faire un truc nouveau, moi, ça m'a toujours aidé à déclencher des choses. Tu vois, je sais pas. Quand je reste dans la même routine, enfin, globalement, j'ai toujours vu dans l'espace de vie de mes 10 ans à mes 35 aujourd'hui avec mes potes d'enfance, ce qui a toujours marché, c'est de se mettre en action dans un nouveau truc. Des fois, arrêter de mentaliser et juste de faire quelque chose, de s'engager dans un nouveau truc, se relier aux autres. Et en fait, il y a toujours quelqu'un qui va te mettre une puce à l'oreille ou qui va t'inspirer, qui va éveiller ton énergie vitale, ta curiosité, je sais pas, s'entourer des bonnes personnes positives, qui ont de l'énergie. Oui, ça c'est vrai, ça aide. Il y a plein de tips pour aller mieux. Donc, Pleurer aussi un bon coup, fermer les volets, sans aller voir personne pendant 2 heures. 2 jours, j'allais dire. Tu vois, comme quoi, moi, c'est 2 heures, max. Ça doit être trop chouette d'entendre les histoires de chacun et chacune. Et nous, ça nous permet aussi de verbaliser. Enfin, moi, j'aime bien raconter des histoires. J'aime bien faire passer des messages. Donc, c'est trop chouette, là, de pouvoir le dire micro en main. À fond. J'arrive jamais trop à me positionner, moi, sur comment on a le droit d'être malheureux, mais que moi je suis un peu en mode ouais, mais en fait dépêche-toi pour faire quelque chose pour devenir heureux là dans les jours qui viennent, parce que la vie elle est trop courte, t'as pas le temps. Ouais. T'as pas le temps. Et moi à l'inverse, je me suis dit, est-ce que ce podcast ce serait pas un truc de ouin de dire je vais pas bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller mieux? Ouais. Et en même temps ça me fait rire. Enfin, j'aime bien toutes les parts qu'on a en nous. Être ouin et en même temps combative et en même temps se sentir un peu victime, puis après ça se trouve on est bourreau parce qu'on dit à notre copine mais ça fait 20 fois qu'on t'a dit de pas être dans cette relation toxique, alors que en fait on peut faire pareil. Et de toute façon on est tellement plein de contradictions. Oui, voilà. Donc voilà, moi il y a un truc que j'adore faire avec ma pote Chloé. Nous on est des ouin tu vois, mais on adore se charrier sur nos ouin. Enfin on va facilement se dire nos tracas de la vie quotidienne, mais on adore en rire, se charrier aussi sur nos défauts. Tu vois, genre même les défauts un peu d'Arcos, genre moi, mon côté impulsif, un peu, tu vois, de la violence que j'ai vue qui peut se traduire dans je sais pas, passif-agressif ou des trucs comme ça. Mais c'est un peu sérieux comme sujet. Mais nous, on va se charrier sur ça, tu vois. Ah ouais. Ouais. Et comme ça, on sort un peu la tête du guidon et on se redit, ok, bon. Voilà, et pareil, là où on se fait mousser, se charrier aussi pour dire ouais c'est bon, Miss Cagole Nomade 24, et tu l'as poncé ton titre, lâche-nous avec ça, tu vois, il y a l'humour, voilà, tiens, tu vois, il y a un truc, je finirai sur ça moi en tout cas, c'est l'humour, pour moi c'est the solution à la vie, rions de tout. Oui. Et rions de nos malheurs, rions de, tu vois, enfin, moi je fais des blagues sur mon père qui est décédé, et c'est pas faire semblant, c'est aussi se détacher un peu, prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur pour moi c'est hyper important, et se rappeler quand même que de notre côté on peut être en gratitude par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde. On a quand même de la chance, quoi. Et c'est thérapeutique aussi de faire des blagues sur ça, enfin, ça permet aussi de prendre de la distance, C'est clair. Et aux Philippines, est-ce que vous avez un rapport à la mort un peu comme au Mexique, où il y a un rapport à la mort assez particulier, différent de l'Occident ou pas? Bah oui, déjà l'enterrement il se fait habillé tout en blanc et on fait la fête. Mais du coup on suit le cortège avec de la musique, on chante, on danse, c'est festif. Tu vois, il y a une vie après la mort, donc c'est... Tu vois l'âme qui va se reposer et qui va vraiment voler ailleurs. T'as eu l'occasion de faire des enterrements là-bas? Ouais, c'est ma tante. C'était assez ouf. C'est un autre rapport. C'est le rapport vers lequel j'ai envie de me rapprocher, moi. Pour, tu vois, sur toutes ces questions, justement, de ce qui est invisible et impalpable. Et ce qu'on croit qui est vrai. Puisque, bon, bah... La mort, on le voit pas, on sait pas ce que c'est.
Mais moi, j'aime bien me poser des questions sur la seule chose que je sais et que je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas vraiment une vraie énergie derrière de ton âme qui quitte ton corps matérialisé ici sur Terre, tu vois ? Pourquoi il n'y aurait pas des énergies ? Pourquoi il n'y aurait pas quelque chose qui se transforme ? Ce livre-là, il m'a fait beaucoup réfléchir aussi sur le fait que le monde soit si beau, si bien construit, les lois de la nature, tu vois, comme tout est hyper bien ficelé dans la nature et tout. Comment ça se fait que nous, on retournerait juste comme des gros cacas sous terre en poussière ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre derrière ? Est-ce que c'est pas si beau au point de finalement se poser la question s'il n'y a pas autre chose ? Peut-être pour finir, j'avais une autre question sur... tu disais tout à l'heure que tu voulais être une star à 7 ans. Pourquoi ? Et est-ce que c'est encore une idée ou pas ? Pourquoi ? À 7 ans, je sais pas, mais c'était sûrement plus par admiration des stars de l'époque. Tu vois, on a un peu ce truc de placarder Britney Spears sur son mur et de vouloir... Moi, j'avais envie de danser, chanter, faire des clips. Je pense parce que j'avais un peu ça dans la peau. Aux Philippines, on danse beaucoup. Donc déjà, ma mère, elle danse, mon frère, il danse. Ah, ça vient de là alors, peut-être ? Les Philippins, ils dansent, ça c'est sûr. Ils ont plein d'émissions. Tu vois, nous, on a les The Voice. Eux, ils ont les concours de danse sur la chaîne principale, chant, danse. Ils ont les deux. Donc déjà, j'avais ce côté-là scène, on va dire. Et après, en réfléchissant un peu profondément, je me dis qu'il y a quand même toujours ce besoin, il y a ce besoin de reconnaissance, le besoin d'exister, le besoin de... c'est chouette aussi d'être reconnu dans ce qu'on fait, que les gens nous fassent... c'est ça, de la reconnaissance, besoin d'exister. Et après, ma pote, elle me charrierait là, justement. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment être une star. C'est vraiment avoir du sens, avoir une portée plus grande, tu vois. Oui. Après l'élection Miss Cagole, c'est génial parce que j'ai été interviewée par France 3, par des radios, je passais à la Provence. Et là, je me disais, waouh, j'ai un terrain, rien que pour moi, pour raconter ma life. Donc forcément, un peu par ego trip, on va pas se mentir. Mais après, la portée plus philosophique pour moi, je passe les messages de qu'est-ce que ça a été ma vie et ce que j'ai envie pour le monde. En tout cas, ce que j'ai envie déjà pour les gens qui m'écoutent. Et ce que j'aimerais pour le monde de manière plus grandiose. Et ça, c'est hyper... ça donne beaucoup, beaucoup de sens à ma vie de porter des messages. Et par mon expérience, j'essaye d'inspirer les gens, comme les gens m'inspirent beaucoup avec leur expérience, en fait. Tes messages, c'est tout ce dont on a parlé globalement, ou tu aurais d'autres choses à... Moi, je parle de l'amour tout le temps, moi. Ok. Franchement, c'est notre raison d'être. Tu vois, sans amour, je pense qu'il n'y aurait absolument aucun intérêt d'être un être humain ici sur Terre. Je sais pas, on serait voué à quoi ? Tu vois, en fait, tout pour moi est lié à une histoire d'amour, quoi, de comment on se relie aux autres. Et ceux qui sont les grands méchants de notre planète, je pense que c'est des gens qui sont pas assez portés sur l'amour, qui sont pas assez portés sur l'authenticité, sur la relation d'un être à un être, et qui sont trop soumis au monde matériel, à l'argent, au pouvoir. Et je suis sûre que si ces personnes-là, très méchantes, auraient eu plus d'amour ou se concentrer sur des valeurs comme l'amitié, le partage, la solidarité, ils n'en seraient pas là aujourd'hui, quoi. Mais c'est prouvé en plus déjà, pour revenir au sujet de l'amour, sans l'amour on serait rien, que les bébés qui n'ont pas d'amour, ils meurent assez facilement. Ouais, c'est comme l'étude sur les singes où quand il y a eu le Covid, justement, ils ont étudié ce que ça faisait d'avoir moins de relations tactiles et d'avoir des masques, de ne pas voir les expressions du visage et tout. Et ça a eu un gros impact sur justement l'état des personnes, sur la dépression, sur la tristesse quand on n'est pas relié aux autres. Celle que j'ai en tête, c'est sur les chimpanzés, où ils avaient fait un test avec deux singes de la même fratrie, un qui a grandi seul
sans affection, enfin sans la mère, le toucher de la mère et de ses confrères, et celui qui a vécu avec la maman. Et en fait, le petit a eu une petite espérance de vie et est mort très très jeune. Ah oui, voilà. Ouais. Ouais. Et de toute façon, même le contact physique des parents contre un bébé, et le fait de le toucher, de le caresser, ça aussi c'est prouvé scientifiquement que ça vient aider le développement cognitif du bébé. Et voilà. Enfin, de toute façon, on est des animaux sociaux, donc moi j'ai toujours un peu discours gnangnan, mais moi j'aimerais bien que tout le monde fasse la paix, soit en amour. En tout cas, tout ça, ça m'inspire. Merci d'avoir accepté cette invitation au Good. On va peut-être replonger avant de partir. Allez. Merci à toi de m'avoir invité. Je t'en prie. C'est super chouette, surtout dans ce cadre-là. Ouais, c'est assez idyllique. C'est fou. Et merci à vous d'avoir écouté. Bonne journée, bonne soirée et à bientôt.